Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire expat.com en partenariat avec le groupe Equance. Aujourd'hui, dans ce webinaire qui s'adresse aux expatriés français installés ou qui souhaitent s'installer dans l'océan Indien, nous allons voir ensemble comment protéger vos proches et quelles sont vos opportunités d'investissement dans le contexte actuel. Pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir 3 experts de la gestion privée internationale et du conseil en patrimoine. J'ai nommé Olivier Grenon-Andrieux, président du groupe Equance, mais également 2 consultants de proximité, Jean-Rémy Ralit, consultant et directeur du bureau Equance Madagascar, ainsi que Fabrice Le Dantec-Gossen, consultant et directeur du bureau Equance Île Maurice. Donc, bonjour à tous les 3, merci de votre présence aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire. Bonjour Marie, merci à expat.com et donc bonjour à toutes et à tous. Je crois que vous êtes assez nombreux à vous être inscrits ce matin. Donc je me présente tout d'abord, Fabrice Le Dantec-Gossin. J'ai rejoint le groupe Equance il y a environ 1 an pour venir m'installer à l'île Maurice, et ce après de nombreuses années d'expatriation sur l'Afrique ou en Asie. Et donc, je serai votre interlocuteur à l'île Maurice pour toute question et tout conseil. Voilà. Aujourd'hui, je tiens à rappeler que nous sommes venus pour vous présenter le groupe Equance, notre savoir-faire, notre expertise et tout ce que l'on peut faire pour accompagner les expatriés dans leur gestion privée et leurs installations ou répatriements en métropole. Par contre, nous ne traiterons pas de points sur les droits de fiscalité mauricienne ou malgache. On a eu quelques questions, mais nous n'aborderons pas ces points-là, ni des points économiques, de business ou encore politiques ici dans l'océan Indien. Voilà. Mais nous allons aborder les thématiques essentielles auprès des expatriés dans le cadre de votre protection et construction patrimoniale. Donc, au travers des problématiques fiscales, tout d'abord, puis le droit privé international, mariage, succession, protection du conjoint. Nous terminerons rapidement par la santé pour venir sur les contextes actuels et pistes d'investissement. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jean-Rémy Ralit, qui est basé à Madagascar, pour vous présenter le groupe. Bonjour à tous, voilà, moi je suis Jean-Rémy Ralit, je suis consultant Equance installé à Madagascar. Personnellement, je suis dans l'océan Indien depuis plus de 40 ans, je suis expert comptable diplômé et je suis un fidèle d'Equance depuis plus de 30 ans et je travaille consultant Equance depuis maintenant presque plus de 10 ans. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter Equance. Qu'est-ce que c'est qu'Equance? Eh bien, Equance, je dirais qu'après plus de 30 ans d'expérience et d'échanges avec les expatriés français à travers le monde, Equance est devenu un acteur français majeur de la gestion privée internationale. Qu'est-ce qu'Equance encore? Pour moi, Equance, je vais la définir en 3 mots. C'est une multinationale pluridisciplinaire à taille humaine. Multinationale au sens de son implantation dans plus de 50 pays dans le monde. Pluridisciplinaire parce que pour accompagner les non-résidents français dans leur gestion privée, les aider à valoriser leur patrimoine, à optimiser leur fiscalité, à protéger leur famille, à préparer leur succession, trouver un financement, nous avons développé au fil du temps des expertises et des compétences dans de nombreux domaines, l'audit patrimonial, le conseil en investissement, l'assistance fiscale, trouver des financements, le droit privé international. Enfin, à taille humaine, parce que c'est avant tout une équipe soudée d'intervenants au siège, d'ingénieurs patrimoniaux et une équipe soudée et des consultants qui vivent à destination auprès de leurs clients, la proximité étant pour nous un gage de qualité du conseil. Enfin, pour réaliser tout cela, Equance s'appuie sur de nombreux outils qui sont l'assurance vie, les placements financiers, les marchés financiers, le non-coté, le marché immobilier, pour être le plus près de nos clients et assurer le meilleur conseil. Voilà un petit peu vite fait résumé pour moi ce qu'est Equance avec qui je travaille depuis de très très nombreuses années. Je vais laisser la parole à notre président fondateur, Olivier Grenon-Andrieux.
qui va développer et présenter l'ensemble des thèmes nombreux d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Merci à toute l'équipe d'expat.com et à l'équipe d'Equance au siège qui s'est levée bientôt ce matin pour être prêt au niveau de tous les outils digitaux de manière à pouvoir communiquer avec tous les gens qui se sont inscrits. Donc, sur un format assez bref, on va aborder un certain nombre de sujets que Fabrice Le Dantec vous a décrits, des thématiques fiscales, thématiques de droit international privé. On abordera également les solutions patrimoniales, en tout cas, qui sont plébiscitées par les usagers des instruments financiers immobiliers ces dernières années dans un contexte sanitaire extrêmement difficile. Alors, le point de base, le texte fondateur du Code général des impôts, que le Trésor public va regarder dès lors qu'il y a une problématique de détermination de la résidence fiscale, c'est l'article 4B du Code général des impôts. L'article 4B, c'est un article qui établit 3 critères, des critères qui sont hiérarchisés et alternatifs. Le premier critère, donc le plus important dans la hiérarchie, c'est un critère qui est d'ordre personnel et ce critère est double. Ce critère, il établit la notion de foyer et la notion de séjour principal. Le foyer, il est déterminé au sens fiscal du terme de manière assez étroite. C'est le lieu où vont résider les parents, éventuellement les ascendants, avec les enfants. Et le lieu de séjour principal, c'est la notion de 183 jours. Si ce critère n'est pas constitué, eh bien, on va passer au critère suivant. Le critère suivant, c'est un critère qui est d'ordre professionnel. C'est le lieu où on va exercer à titre principal son activité professionnelle. Si ce critère n'est pas réalisé non plus, on va passer au troisième critère qui pose certaines difficultés au niveau de la jurisprudence aujourd'hui, c'est la notion du centre des intérêts économiques. Et on verra tout à l'heure, si j'ai des questions, pourquoi ça peut poser certaines difficultés au niveau de la jurisprudence. Donc, une fois que ces 3 critères ont été recherchés, qu'ils ont été établis, l'administration fiscale va confronter ces critères avec le droit conventionnel, les traités. Il faut savoir que dans la hiérarchie des lois, les traités sont supérieurs au droit interne. Dès lors, s'il y a une difficulté pour déterminer la notion de résidence fiscale, on va regarder les critères conventionnels s'il y en a. S'il n'y a pas de convention fiscale, l'administration fiscale sera en mesure de déterminer la notion de résidence fiscale soit au travers du droit interne, soit en utilisant tout un faisceau d'indices, inscription d'enfants à l'école, un bail d'habitation, un avis d'imposition à l'étranger, pourront servir de détermination de la résidence fiscale à l'étranger. Pour autant, avec l'île Maurice et avec Madagascar, il y a 2 conventions qui se ressemblent un peu, qui sont différentes malgré tout, puisqu'il y a eu un avenant sur l'île Maurice qui a établi la notion d'échange de renseignements, alors que Madagascar, dès le départ, cette notion d'échange de renseignements et d'accompagnement dans le recouvrement de l'impôt avait été établie dès le départ. Et puis, il y a quelques particularités dans la convention de l'île Maurice, notamment sur l'impôt sur la fortune. En tout état de cause, donc, il y a une convention qui élimine la double imposition avec ces 2 pays. Il n'y a pas de convention sur les donations et il n'y a pas de convention sur les successions avec ces 2 pays. Les critères conventionnels, sur le slide précédent, les critères conventionnels, ce sont des critères qui ressemblent à ceux de l'article 4B, mais qui sont quand même très différents. La notion de foyer permanent d'habitation, c'est le premier critère, un petit peu comme le critère d'ordre personnel de l'article 4B, mais la notion de foyer permanent d'habitation, elle est beaucoup plus large que la notion de foyer qui, dans le Code général des impôts français, se limite à la notion de parents, ascendants et descendants. Là, ça peut être beaucoup plus large et d'ailleurs, on peut voir que dans la jurisprudence, la notion de foyer, et c'est tout à fait valable en Europe, puisqu'on a des célibataires géographiques dont la famille reste en France métropolitaine, mais toute la semaine, la personne va travailler à Londres, aux Pays-Bas, en Belgique ou autre, et bien à ce moment-là, on constate que la personne a 2 foyers. Et donc, on va se reporter après à son centre des intérêts vitaux de manière à définir où va être son foyer fiscal. Et il y a des critères qui sont comme cela, éligibles, hiérarchisés, qui vont permettre d'établir et d'éliminer la double imposition.
ces critères sont à la fois définis par les textes, mais également il y a une jurisprudence constante qui permet de tout à fait éliminer les risques d'avoir une double imposition. Et dans tout état de cause, s'il y a un risque, les autorités fiscales des deux pays vont se rapprocher pour éliminer la double imposition. C'est ce qu'on appelle le règlement amiable. C'est assez rare, mais on peut y être confronté. Slide suivant. Merci. Alors, 3 phases quand on est expatrié. On va quitter la France, on va s'installer à l'étranger, parfois y rester, et parfois on va revenir en France. Donc, lorsqu'on est non-résident fiscal français, sur la base des critères qu'on vient de voir, on va être soumis à une obligation fiscale limitée. Il faut savoir que jusqu'en 2004, quand on quittait la France, on était obligé d'aller voir son centre des impôts et d'obtenir un quitus fiscal. C'est-à-dire qu'on faisait une déclaration immédiate et on se libérait de l'impôt dû jusqu'à la date du départ. Ça n'existe plus depuis 2004. Le quitus fiscal est remplacé en fait par, en année N+1, une obligation déclarative qui rendra l'impôt immédiatement exigible, mais on fera la déclaration comme tout contribuable français, avec bien évidemment la modification liée à prélèvement à la source depuis maintenant l'année dernière. Alors, l'obligation fiscale limitée, elle va être limitée à ses revenus de source française, que ce soit des revenus du patrimoine ou des revenus professionnels liés à une activité exercée en France. Une activité exercée à l'étranger ne sera pas soumise à l'impôt français. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, pendant qu'on est non-résident, on va être l'année du départ soumis à une déclaration 2042 NR, non-résident, et éventuellement d'autres types de déclarations les années suivantes liées à la catégorie de revenus auxquels on va être soumis. S'il y a des revenus de source professionnelle, ce sera la 2042C. S'il y a des revenus fonciers, eh bien, ce sera une 2044. S'il y a des revenus liés à des immeubles loués en location meublée, ce sera une 2031. Et l'ensemble de ces résultats fonciers, de ces résultats financiers vont être réunis. Tous les inputs vont se retrouver dans la 2042 et en fonction du résultat, on va être soumis à une certaine imposition qu'on verra un petit peu plus loin. Et ça, c'est l'obligation fiscale pendant l'expatriation, donc elle est limitée. Quand on rentre, eh bien, à compter du retour, on va être soumis à une obligation fiscale. Donc, si on n'a pas d'identifiant fiscal parce qu'on est parti depuis très longtemps, il va falloir en obtenir. C'est pas très compliqué pour les obtenir. Il va falloir définir un taux personnel pour le prélèvement à la source. Et surtout, l'année suivante, quand on va faire sa première déclaration d'impôt, il faudra déclarer l'ensemble des comptes ouverts, les comptes bancaires, les contrats d'assurance vie ouverts éventuellement à l'étranger. Pour ce faire, il y a un formulaire, le 3916, qui est un formulaire CERFA, qu'on ne vous recommande pas forcément d'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il en faut un par compte, et c'est assez fastidieux. Vous pouvez tout à fait le faire sur papier libre en synthétisant l'ensemble des comptes bancaires et contrats d'ordre financier, comptes titres, etc., que vous avez pu ouvrir pendant votre durée d'expatriation. Alors, là encore, au même titre que l'article 4B, qui est un texte fondateur qui permet de définir en droit interne la résidence fiscale, il y a 2 textes qui sont fondamentaux pour définir quel va être le taux d'imposition pour les revenus de source française pour un non-résident. C'est l'article 182A, qui a fait polémique d'ailleurs dans la loi de finances depuis 2 ans, puisque le Trésor public envisageait de le réformer, et l'article 197. L'article 182A définit un barème avec une retenue à la source jusqu'à 43 000 € de revenus, 0,12-20%, et au-delà, on passe au barème progressif. Et ce barème avait vocation à disparaître, mais il n'a pas disparu pour des raisons purement pratiques, puisque l'administration fiscale, autant elle s'est gérée électroniquement et en termes digitaux le barème de l'article 197A, autant toutes les opérations de contrôle des traitements et salaires, pensions et rentes qui sont soumises à l'article 182A sont traitées à la main et dès lors qu'on modifiait le barème, ça complexifiait fondamentalement et surtout l'administration fiscale, quand elle a voté cette disparition et avant d'établir le moratoire en janvier 2019 sur l'application d'un nouveau barème qui avait comme impact de voir quasiment doubler l'imposition des non-résidents,
notamment pour les retraités sur les pensions de retraite. Elle n'avait pas mesuré l'impact que cette modification de barème pouvait avoir. Et la modification du barème de l'article 182A, qui avait vocation en fait à disparaître, était de venir à une imposition unique sur l'ensemble de la catégorie de revenus, qui est celle de l'article 197A, juste en dessous dans le slide, article 197A qui lui avait pour vocation de s'appliquer aux revenus du patrimoine principalement et aux revenus de tous vos placements immobiliers, les loyers, etc. Et ce barème 197A, jusqu'en 2019, c'était un barème qui démarrait à 20%. Donc vous voyez le fait que quelqu'un qui avait une petite pension de retraite, inférieure à 15 000 € qui n'était pas taxé à la source jusqu'à maintenant, eh bien, se retrouver du jour au lendemain taxé à 20% minimum en janvier 2019. Donc, face à la montée des boucliers, à la fois des associations représentatives des Français de l'étranger, des députés, des sénateurs des Français de l'étranger, eh bien, il y a eu un moratoire. Ce moratoire a été conclu 18 mois après par une suppression de la volonté de modifier le barème. Donc, l'article 182A a été maintenu. Et par contre, dès janvier 2019, l'article 197A qui s'applique à toutes les autres catégories de revenus a vu le barème donc de 20% qui était un taux minimum. Et dès qu'on dépassait le barème progressif qui s'établissait à plus de 43 000 €, eh bien, on pouvait passer au-delà de 20%. Et ce barème a été réformé et c'est toute l'iniquité que peut avoir la fiscalité des non-résidents, en ce sens que le barème qui était un minimum de 20%, passé au barème progressif à 43 000 et dès janvier 2019 a été établie une tranche intermédiaire. C'était à l'époque 27 500 € à peu près, barème qui a été revu en fonction de l'inflation en janvier 2020, où une tranche intermédiaire en fonction des résultats fonciers établit un barème qui passe à 30%. Mais la grande difficulté, c'est que quand on est en dessous de 27 794 €, on est à 20%, au-delà de 30%, mais vont se surrajouter, et ce depuis 2012, sur lequel d'ailleurs il y a eu un très très fort contentieux européen qui n'est pas terminé, mais qui pour l'instant est clos sur une partie du dossier, on va rajouter les prélèvements sociaux. Ça veut dire qu'un non-résident français qui a des revenus supérieurs à 27 794 € se retrouvera avec une taxation sur ses placements immobiliers en France, sur ses revenus immobiliers de 30% plus 17,2%. Pardon. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve avec une imposition quasiment confiscatoire de 47,2% sur tous les revenus fonciers et sur les recettes des locations meublées dès lors qu'on n'est pas en professionnel et qu'on ne passe pas les amortissements. Donc, c'est une véritable iniquité que subissent les non-résidents. Alors, bien évidemment, il y a des solutions. Les solutions pour pouvoir abattre cette imposition, sur laquelle on n'a pas d'intervention en ce qui concerne le taux forfaitaire. Par contre, on peut toujours travailler intelligemment sur la base des déclarations fiscales, en créant du déficit foncier, en neutralisant le résultat foncier, de telle sorte que l'assiette de l'imposition se rapprochera de zéro. En matière de plus-value sur les valeurs mobilières, c'est-à-dire quand vous faites une plus-value sur un compte-titre, les textes du Code général des impôts français, le 244 bis C, établissent une exonération de la plus-value sur valeur mobilière et des prélèvements sociaux, mais là sur la base d'un autre texte du Code de sécurité sociale, le L136.6 du Code de sécurité sociale, de manière à ce que les plus-values, je n'ai pas dit les revenus, un coupon, un dividende va probablement subir une retenue à la source qui sera établie par la convention fiscale entre la France, Maurice et la France et Madagascar. Je crois que Maurice, d'une manière générale, c'est autour de 15% de retenue à source sur les dividendes. Par contre, les plus-values seront totalement exonérées. En matière immobilière, c'est toujours la loi du lieu de situation de l'immeuble qui s'applique, encore que dans la convention franco-mauricienne, on voit que sur l'IFI, pour un résident fiscal français, il peut y avoir, à l'article 23 de la convention franco-mauricienne, une particularité, qui fait que, si j'ai la question, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, les plus-values immobilières seront taxées en droit commun là où est l'immeuble, mais il existe une disposition depuis maintenant 18 mois dans le Code général des impôts, puisque la notion de résidence principale n'existe pas pour un non-résident. Par contre, il a été reconnu qu'un non-résident qui a quitté la France depuis peu de temps pourra, jusqu'au 31 décembre qui suit l'année de son départ, céder sa résidence principale en bénéficiant de l'exonération telle qu'on peut l'avoir en France quand on cède sa résidence principale.
Donc, pas d'imposition sur les plus-values, pas d'imposition avant le 31/12 qui suit le départ. Pour ce faire, il faut, les conditions qu'on ne vous cite pas, il ne faut pas avoir mis le bien à disposition d'un tiers, même à titre gratuit, a fortiori, il ne faut pas l'avoir loué. Voilà un texte extrêmement important qui est novateur. Alors, l'IFI, c'est un impôt sur la fortune qui a remplacé l'ISF lorsque le président Macron a été élu. Et l'IFI a comme assiette uniquement les actifs immobiliers. Donc, le seuil de déclenchement, c'est 1,3 million. Vous voyez le barème. Quand on a plus d'1,3 million d'actifs immobiliers, et on parle d'actifs nets, donc on peut déduire l'ensemble de la masse crédit dès lors qu'elle est corrélée à l'acquisition du bien, on va être assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière. C'est un impôt dont nous ne sommes pas les seuls à l'avoir institué. Certains pays nordiques l'ont également. L'Espagne l'avait supprimé, l'a remis en place, sauf dans la province de Madrid. C'est un impôt qui est lourd dans le temps pour des gros patrimoines immobiliers puisqu'il est annuel. Par contre, comme vous pouvez le lire, il y a un dispositif qui existe depuis la loi de modernisation de l'économie sur le statut d'impatrié, c'était un dispositif de 2008, qui fait que quand on a été non-résident de façon continue pendant plus de 5 ans, eh bien, quand on rentre en France, l'ensemble de ces actifs immobiliers non français ne seront pas assujettis à l'IFI pour les 5 années qui suivent le retour. Il y a le même statut d'impatrié qui existe pour les revenus, il y a même des exonérations sur 8 ans, j'en parlerai si on me pose la question. Alors, en matière fiscale, il y a bien d'autres textes qui existent. Je citerai un texte extrêmement important dont on n'a pas parlé parce qu'on n'a pas le temps. C'est l'article 158.2, deuxièmement, du Code général des impôts, qui est assez méconnu en France, même par des professionnels du droit, par des notaires, parce qu'ils n'ont pas une clientèle de non-résidents. C'est un dispositif qui permet d'avoir une exonération d'impôt sur la plus-value, même en dehors du droit commun, puisque le droit commun en France est qu'on est exonéré dès lors qu'on a détenu le bien 22 ans au titre des plus-values immobilières et 30 ans sur les prélèvements sociaux. Il faut savoir que depuis 2012, les non-résidents sur les plus-values et sur les revenus des biens immobiliers sont assujettis aux prélèvements sociaux, alors qu'ils ne le sont pas au titre du L136.6 du Code de sécurité sociale sur les actifs immobiliers, sur les actifs mobiliers, les placements financiers. Ce texte, le 158.2, deuxièmement, il permet d'avoir un abattement de 150 000 € sur la plus-value, et ce par personne physique, c'est-à-dire qu'un couple qui est en indivision sur un bien n'aura qu'un abattement s'il vend le bien, parce qu'ils ne pourront pas tous les deux en bénéficier, mais l'abattement, il est personnel. Donc, si l'un des deux fait passer l'abattement de 150 000 €, le deuxième pourra le passer sur une autre opération. Par contre, cet abattement sera exclu si on a bénéficié de l'abattement sur la résidence principale dont je parlais précédemment, qui est un abattement qui a été créé par la loi de finances pour 2019. Donc, c'est un dispositif qui fonctionne dès lors qu'on a à vendre un bien d'habitation, que même si le bien est loué pendant 10 ans, les 10 premières années, même s'il est loué, on est exonéré à hauteur de 150 000 € après avoir passé tous les abattements de droit commun. Donc, ce n'est pas neutre. Voilà. Donc, je voulais le rappeler. Si vous vouliez plus de précision, je pourrais revenir sur cet abattement dans les questions. Voilà pour les éléments fiscaux. Le droit international privé. Alors, le droit international privé, c'est un sujet qui est globalement méconnu des non-résidents. On en parle de plus en plus. Il y a pas mal de notaires qui ont fait des conférences à l'étranger. Nous-mêmes, on véhicule cette bonne parole parce que c'est un sujet qui est stratégique, parce qu'il ne suffit pas d'économiser, d'épargner, de gagner de l'argent et d'essayer de bien l'investir en matière de gestion privée. Il faut aussi savoir quelles sont les règles de droit international en matière de succession, en matière de régime matrimonial. Et à ce titre, sur le mariage, il existe une évolution très récente des règles applicables aux Français et à un certain nombre de ressortissants des pays européens. Alors, pour dresser le tableau, vous avez ce slide qui établit les 3 règles qui s'appliquent en fonction de la date du mariage. Il faut savoir que ces règles ne s'appliquent qu'aux gens qui n'ont pas contracté chez un notaire de régime matrimonial avant le mariage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% de gens se marient sans contrat.
hein, contre 90% il y a une trentaine d'années. Et donc, dès lors, 80% des gens qui seront amenés à avoir un élément d'extranéité parce qu'ils vont s'installer à l'étranger, parce qu'ils vont se marier avec quelqu'un qui sera de nationalité étrangère, pourront être amenés à être soumis à une de ces règles-là. Alors, les règles, elles sont assez stupéfiantes parce que nous, on découvre très souvent que des gens qui se sont mariés sans contrat, et je répète que ces règles ne s'appliquent qu'à des gens qui n'ont pas souscrit à un contrat de mariage en France, et je vous rappelle qu'il existe des contrats de mode communautaire ou de mode séparatiste, hein, et que le régime de droit commun en France, c'est le régime de communauté réduite aux acquits depuis le 1er février 1966. Le régime de communauté réduite aux acquits, c'est un régime qui consiste à dire que à compter du mariage, l'ensemble des biens acquis sont des biens communs, sauf remploi de biens propres. Donc c'est pour ça qu'il est important de tracer si on achète un bien avec des biens propres. Et un bien propre, c'est quoi? C'est un bien qu'on détenait soit avant le mariage, soit un bien qu'on a acquis par donation ou succession pendant le mariage. En conséquence de quoi, les fruits même des biens propres, postérieurement au mariage, deviendront des biens communs. C'est-à-dire que vous avez une transmission d'un bien post-mariage par vos ascendants, vos parents qui viennent à décéder, ils vous transmettent un bien immobilier que vous allez louer. Eh bien, si vous vous êtes marié sans contrat, le bien est un bien propre, certes, mais les revenus de ce bien propre deviendront des biens communs. Et la problématique en droit international privé, c'est qu'on peut s'exposer à une mutabilité du régime matrimonial. On peut penser que quelqu'un qui se marie sans contrat, c'est qu'il considère que le régime de droit commun, s'il le connaît, le régime français, sera parfaitement adapté à sa situation parce que quand on se marie plutôt, en règle générale, jeune, c'est pas vrai tout le temps, hein, il peut y avoir des recompositions familiales à des âges plus avancés, mais quand on se marie jeune, on n'a pas de patrimoine, on se dit, bon, ben, on partagera tout. La difficulté en droit international privé, c'est que avant le 1er septembre 1992, on allait adopter les règles légales, civiles du pays où on allait établir son premier établissement stable. Et je suis sûr que dans les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui sont soumis à cette règle-là. Prenons un exemple, vous vous mariez en France, parce que vous allez partir en expatriation et que pour obtenir les visas dans certains pays, il fallait être marié, eh bien, vous partez vous installer dans un pays comme les Émirats arabes unis, où le régime légal, c'est un pays où le régime légal est la séparation de biens. Eh bien, les époux, pensant être mariés sous les règles civiles françaises, de la communauté réduite aux acquis vont se retrouver mariés sous le régime légal émirien qui fera qu'ils seront en séparation de biens. Et si on est amené à liquider le régime matrimonial, et on peut liquider le régime matrimonial dans 3 cas, le décès, le divorce, voire un changement de régime matrimonial, ce qui est plus rare. Mais si on vient à liquider le régime matrimonial, les juristes français, les notaires français qui seraient confrontés à cette règle-là appliqueraient les règles de droit international privé pour tous les gens qui se sont mariés avant le 1er septembre 1992 et à ce moment-là liquideraient le régime matrimonial en fonction de règles séparatistes émiriennes qui seront sans doute moins protectrices du conjoint que ne l'est le régime légal français. Face à cette difficulté de la mutabilité a été établie une convention internationale, la convention de La Haye, qui a trouvé application, puisque la France, il y a peu de pays qui l'ont ratifiée, mais la France l'a fait, comme les Pays-Bas et quelques autres pays. Convention de La Haye du 1er septembre 1992, qui revenait sur cette position, mais établissait un deuxième risque, qui était un risque de mutabilité. Donc avant 1992, on avait une mutabilité sur le régime matrimonial du lieu du premier domicile commun, mais ensuite il était définitivement fixe. La Convention de La Haye, pour ceux qui se sont mariés après le 1er septembre 1992, établit une mutabilité du régime matrimonial à plusieurs titres. On va adopter le régime légal de sa première résidence habituelle, donc quelqu'un qui se marie en France et qui reste en France un certain temps, ben, il sera soumis aux règles civiles françaises, sauf qu'à l'article 4 de la Convention de La Haye, il est établi un risque de mutabilité dès lors que l'on reste 10 ans dans un pays. Prenons l'exemple de quelqu'un qui se marie, va s'installer tout de suite en Angleterre. Il reste 2 ans en Angleterre, donc il n'y avait pas de notion d'établissement stable. Sur les 2 ans où ils vont être en Grande-Bretagne, eh bien, ils vont être soumis au régime légal
anglais s'ils se sont installés en Angleterre juste après le mariage, qui est un régime de séparation de biens. Et puis ensuite, ils vont s'installer à Madagascar. Et ils restent plus de 10 ans à Madagascar. Eh bien, après 10 ans à Madagascar, ils vont de nouveau muter sous le régime légal malgache. Et il faut savoir que le régime légal malgache est beaucoup moins protecteur du conjoint survivant, qui, en droit français, va être un quasi-héritier réservataire dans certains cas de figure, et ne le sera pas du tout en droit malgache, par exemple, puisqu'il ne arrivera qu'en 8e position. Donc, le risque de mutabilité avait été analysé par cette convention de La Haye et a posé de très très nombreuses difficultés. Pour autant, à l'article 6 de la convention de La Haye, il était prévu de pouvoir revenir aux règles civiles de sa nationalité, et pour ce faire, eh bien, il y a ce qu'on appelle une déclaration de la loi applicable qui ne coûte pas très cher, qui est à faire chez un officier public, un officier ministériel en France qui est un notaire, qui consiste à dire, bon, ben, moi je suis français, on est un couple français, ou si on est un couple binational, on souhaite être soumis à la loi de notre nationalité commune ou à la loi de la nationalité de l'un des époux, et ce, depuis le mariage, donc rétroactivement. Et la Cour de cassation a eu tranché cela. S'il n'y a pas cet effet rétroactif dans la déclaration de loi applicable, eh bien, on appliquera autant de règles civiles. Et alors là, on ne parle pas du tout du fiscal, ce ne seront que les règles civiles. Et il faut savoir, et puis, nous, on était conseil de la famille d'un rocker bien connu qui est décédé il y a 3 ans. Quand on touche aux masses civiles, on touche au fiscal, on les déplace. Donc, il est important de savoir quelles sont les règles civiles qui vont être applicables à la liquidation de son régime matrimonial. Et en l'occurrence, la déclaration de loi applicable permet de les faire bouger. Face à ce risque d'instabilité sur les règles civiles, est intervenu un règlement européen sur les régimes matrimoniaux que 18 pays européens ont déjà ratifié, qui élimine ce risque de mutabilité et qui donne une triple option aux époux. S'il ne faut rien, ils seront soumis aux règles civiles de leur résidence habituelle avec une fixité des règles applicables. Donc, quelqu'un qui se marie en France sans contrat, qui reste en France et qui va s'expatrier après sera soumis aux règles civiles de la communauté réduite aux acquets. Quelqu'un qui n'est pas satisfait par les règles civiles de sa résidence habituelle parce qu'ils sont allés s'installer tout de suite à l'étranger, et ça peut bouger puisqu'on peut changer de pays, donc ce seront les règles civiles de la résidence habituelle qui s'appliqueront au moment où on sera amené à liquider le régime matrimonial. Donc, si demain on est à Londres, ce sont les règles civiles françaises, qu'après-demain on est à Madagascar, ce sont les règles civiles malgaches, et après-demain on va en Australie, ce sont les règles civiles australiennes qui trouveront à s'appliquer. Là encore, le règlement européen a prévu de pouvoir, par un simple acte notarié, revenir aux règles civiles de la nationalité commune ou de la nationalité de l'un des époux. À défaut, on pourra toujours choisir les règles civiles du pays avec lequel les époux entretiennent les liens les plus étroits. Par exemple, vous avez un couple d'une Française qui est hôtesse de l'air qui réside en Suisse, mariée avec un haut fonctionnaire européen, autrichien qui lui vit en Belgique. Par contre, ils ont eu une période de leur vie où ils résidaient en Allemagne, où ils ont construit l'ensemble de leur patrimoine. Et ils s'étaient même mariés à l'époque en Allemagne. Et bien à ce moment-là, on pourra appliquer les règles civiles allemandes si on souhaite liquider le régime matrimonial. Voilà. Donc, le vrai principe, c'est qu'il y a l'unité d'une loi qui est retenue et qui s'appliquera à l'ensemble du patrimoine du couple, quel que soit le lieu où les biens se trouvent. Après, on pourra voir qu'il y a des limites à tout ça, parce que ça s'appliquera dès lors qu'on aura des biens dans un pays signataire ou que le droit du pays signataire où on serait installé ne sera pas en conflit civil avec les règles de droit international privé françaises qu'on souhaite voir appliquées ou européennes, parce qu'il y a quand même 18 pays signataires. Voilà. Donc, possibilité de faire une déclaration de loi applicable, c'est prévu dans le règlement européen comme c'était prévu dans la Convention de La Haye à l'article 6 pour revenir aux règles civiles de sa nationalité
Et il est important, si vous le faites chez un notaire français, de bien lui demander de le faire à compter du mariage et rétroactivement à compter de cette date. Et puis, il y a d'autres dispositions qui sont des dispositions liées au règlement européen sur les successions qui, lui, date pas de 2019. Il est en application, il date de 2012, mais il est en application depuis 1er juillet 2015 et il a pour vocation, assez proche du règlement européen sur les régimes matrimoniaux, d'établir des règles de droit international privé très différentes de ce qui se passait avant. Alors, pour mémoire, quels sont les abattements que l'on peut avoir en France en ligne directe ou, c'est-à-dire enfants et ascendants, parce qu'on peut avoir des parents dans la difficulté qu'on peut aider. Donc, l'abattement en ligne directe est de 100 000 euros vers le haut ou vers le bas de sa pyramide, à savoir, donc, l'abattement, il est de 100 000 euros. Et le délai de rappel, ça veut dire que l'abattement, si on l'a utilisé et consommé, on pourra le réutiliser dans 15 ans. Par contre, si on fait une donation aujourd'hui et qu'on vient à décéder dans 2 ans, l'abattement ne sera pas régénéré. On n'a qu'un abattement tous les 15 ans, qu'il s'agisse d'une donation ou d'une succession. On voit les abattements entre collatéraux, frères, sœurs, etc., qui ne sont pas très élevés. Entre non-parents, 60%. C'est la raison pour laquelle il est important d'anticiper sa transmission, notamment pour un couple qui n'est pas marié. Et on va voir juste après que les couples pacsés, s'il n'y a pas de testament, eh bien, ils bénéficieront de rien, puisque le Pacs est un Pacs séparatiste depuis 2009. Donc, depuis le 17 août 2015, le règlement européen sur les successions, que 24 pays ont signé, donc c'est pas neutre, qui va s'appliquer de manière universelle à ces 24 pays signataires, y compris à des ressortissants d'un État non signataire qui viendraient à décéder dans un de ces pays signataires. Un Australien qui vient mourir en France sera soumis au règlement européen sur les successions, dès lors, bien évidemment, qu'il y a du patrimoine qui est concerné en France. Donc, les règles de droit international privé, avant le règlement européen sur les successions, on appliquait en France la règle de la scission. C'est-à-dire que pour les biens meubles, on appliquait le droit du dernier domicile du défunt. Et là, on parle toujours de civil, hein, on ne parle pas de fiscal. Parce que le droit fiscal, on le verra un peu plus loin en matière de succession, il n'a pas changé. Il y a deux textes fondamentaux dans le Code général des impôts qui n'ont pas changé. Donc, pour les biens meubles, droit du dernier domicile du défunt. Pour les biens immeubles, droit du lieu de situation des biens. Ça veut dire que quelqu'un qui aurait des immeubles dans plusieurs pays se retrouverait confronté à plusieurs règles civiles applicables en fonction de la loi du lieu de situation des immeubles. Donc, c'est ce qu'on appelle la règle de la scission. Et de nombreux pays dans le monde appliquent la règle de la scission encore aujourd'hui. Et même certains pays, c'est ce qu'on appelle les règles de renvoi de droit comparé, où on va renvoyer à la loi nationale du défunt. Et donc, en cas de conflit de loi, soit la règle de la scission s'appliquera, soit le droit international privé du pays renverra la loi de la nationalité du défunt. C'est le cas du Japon, par exemple, qui renvoie la loi nationale du défunt. Ça veut dire que si on avait des biens au Japon, bien le droit japonais appliquerait les règles civiles françaises pour liquider la succession si le ressortissant est un ressortissant français qu'il a des biens au Japon en cas de décès. Depuis le 17 août 2015, là, il y a de nouveau la volonté d'avoir une uniformisation des règles applicables pour les biens meubles et pour les biens immeubles. Et un peu comme le règlement européen sur les régimes matrimoniaux, on va appliquer la loi de la résidence habituelle du dernier domicile du défunt. Donc, plus de scission, pas de loi nationale. La difficulté, c'est que ce règlement européen va être facilement applicable dans un des pays européens signataires, mais dès qu'on va sortir de ces pays signataires, on va être confronté à ce qu'on appelle les règles de conflit de loi. Et imaginez un Français qui vient à décéder en Australie, qui est resté plus de 10 ans en Australie. Si c'était marié sans contrat après le 1er septembre 1992, on appliquera la Convention de La Haye pour liquider le régime matrimonial, parce qu'en cas de succession, il faut avant liquider le régime matrimonial pour définir les masses.
les masses communes, les masses propres, etc. Pardon. Et après, on va liquider la succession. Donc, quand on va liquider la succession, s'il y avait des biens en Australie, eh bien, l'Australie, elle, qui n'est pas signataire du règlement européen, va dire, moi, j'applique ma règle de droit international privé, ma règle de conflit de loi, qui dira, ben, soit c'est la règle de la scission, ben, s'il y a des comptes bancaires en Australie avec de l'argent dessus, ben, on appliquera la loi du dernier domicile du défunt. Si le défunt était toujours en Australie, ben, on appliquera la loi civile australienne. Okay, et l'Australie appliquera la loi civile australienne. Donc, c'est la règle de conflit de loi. Et si la règle de conflit de loi australienne est de dire j'applique la loi de la nationalité, eh bien, on reviendra à la loi civile française pour définir les masses à liquider pour la succession. Et je l'ai dit dans l'introduction, il n'y a pas de convention sur les successions et sur les donations avec Maurice et Madagascar. En matière de fiscalité, il n'y a pas de fiscalité à Maurice. Il y en a à Madagascar. Par contre, il y a un texte fondateur du Code général des impôts, c'est l'article 750 ter du Code général des impôts qui établit l'assiette de calcul des droits de mutation à titre gratuit en cas de liquidation d'une succession. Voilà. Donc, c'est un texte, si j'ai des questions tout à l'heure, j'y répondrai. On peut avancer. Alors, pour résumer ce que j'ai dit, ce sont des sujets extrêmement longs à développer. L'idée de la protection du conjoint, quand on s'expatrie, que ce soit un choix de vie, de rester à l'étranger ou que ce soit temporaire, parce que c'est un choix professionnel, la protection du conjoint, on voit bien que au travers d'un élément d'extranéité, soit la nationalité, soit la résidence, on peut avoir une problématique de protection du conjoint. Donc, il faut vérifier quelles sont les règles civiles applicables à son régime matrimonial et à sa succession. Donc, s'il y a une problématique, on a vu que dans la Convention de La Haye, comme dans le règlement européen sur les régimes matrimoniaux, il y avait l'option de la déclaration de loi applicable qui permet de revenir aux règles civiles de sa nationalité en prévoyant également la rétroactivité à la date du mariage. Idem en matière de succession. Il est possible de revenir aux règles civiles de la nationalité par ce qu'on appelle une profession juriste. Ça prend la forme d'un testament qui dit qu'on veut être soumis aux règles civiles de sa nationalité sur la liquidation de son patrimoine, sous réserve de la règle de conflit de loi qui aura à s'appliquer dès lors qu'on sera dans un pays qui ne sera pas signataire d'un de ces règlements européens et dans lequel on aura construit du patrimoine. Protéger le conjoint aussi, ben, il y a toutes les libéralités, les régimes des donations, que ce soit des donations entre vifs, que ce soit la donation au dernier vivant qui est issue du Code civil, qui permet de gratifier davantage son conjoint. Il est possible de faire un testament. Nous, ce qu'on recommande souvent quand il y a des biens dans un pays qui n'est pas signataire du règlement européen, c'est d'aller voir un notaire en local et de faire un testament en local complémentaire sur les actifs dans le pays considéré. L'assurance vie, c'est un phénomène macroéconomique pour les Français, hein, c'est le premier outil d'épargne des Français. 65% des Français détiennent un contrat d'assurance vie, 1800 milliards. L'assurance vie, c'est un outil aussi de transmission. On peut augmenter son abattement en matière de transmission. Alors, il ne faut pas croire que le droit français trouvera systématiquement à s'appliquer. Il faudra vérifier qu'en fonction de l'endroit où va être ouverte la succession, de l'âge à laquelle vous avez versé les capitaux dans les contrats d'assurance vie et du lieu où résident les bénéficiaires des contrats d'assurance vie peuvent impacter la fiscalité de la transmission. Sur le plan du droit commun, la transmission pour les sommes investies avant 70 ans bénéficie d'un abattement par bénéficiaire de 152 500 €. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui aurait 3 enfants peut, en plus de l'abattement de droit commun de 100 000 €, leur transmettre via l'assurance vie 152 500 €. Et sachant qu'en France, quand la succession fiscalement est liquidée en France, eh bien, le conjoint, lui, n'est pas assujetti au droit de mutation à titre gratuit. Hein, il n'y a pas de droit de succession depuis 2007 entre époux. Pour les sommes investies après 70 ans, là, il y a une fiscalité en France. Attention aux règles bilatérales. Ce n'est pas parce que ce serait exonéré en France que ça le sera dans le pays de résidence fiscale. Ça le serait à Maurice, ça ne le serait pas forcément à Madagascar.
Donc, il est extrêmement important de vérifier d'une part la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie, savoir à qui on transmet et combien. Et deuxièmement, quelle est la fiscalité applicable dans l'assurance vie dans le pays de résidence. Parce que la notion d'assurance vie, c'est une notion très française, les anglo-saxons la regardent très différemment. La société civile, alors très souvent on nous dit « Ah, moi je vais créer une société civile » et on nous dit ça avec l'impression d'être particulièrement intelligent. En fait, la société civile, c'est intelligent d'en faire et d'en faire dans une logique d'organiser le patrimoine pour la transmission. La société civile, elle peut avoir même des handicaps par rapport à l'impôt sur la fortune, par exemple. Quand on rentre en France et qu'on a mis sa résidence principale dans l'assurance vie, on va perdre l'abattement de 30% sur l'impôt sur la fortune immobilière parce qu'on est en société civile. Donc, et ça a été confirmé par le Conseil d'État. Donc, la société civile a un véritable attrait. Attention à la répartition des pouvoirs dans les statuts. Il ne faut pas faire en sorte de se retrouver dessaisi de la détention des fruits ou des actifs quand il y a une succession au premier décès. Donc, la rédaction des pouvoirs, c'est de prévoir notamment pour les conjoints et conjoints survivants, s'ils ont l'usufruit des parts, de prévoir l'unanimité pour les décisions même ordinaires et de faire en sorte que les conjoints gardent une part au moins en pleine propriété en cas de décès, de premier décès d'un conjoint et de transmission de la nue propriété des parts aux enfants. Et cette gestion optimale du démembrement, c'est quelque chose qui vraiment s'organise et qui s'organise très en amont par donation parce que là, vous pouvez minorer encore l'assiette des droits de mutation à titre gratuit dès lors que vous organisez la transmission de la nue propriété des parts à vos enfants. Il y a un barème qui est l'article 669 du Code général des impôts qui permet de bénéficier d'abattements considérables de 50% à moins de 61 ans et ça change tous les 10 ans. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet, la société civile. C'est intelligent de le faire, mais il ne faut pas le faire n'importe comment et pour n'importe quoi. La société civile, c'est un outil d'organisation, de gestion et de transmission du patrimoine. Dès lors qu'on est dans le droit commun, en société civile, à l'IR. Si on passe à l'IS, c'est un autre sujet, ça devient un actif professionnel. Je crois que c'est Fabrice Gossen qui va intervenir sur le slide sur la santé, qui est un sujet extrêmement important. On ne t'entend pas, Fabrice. Excusez-moi. Oui, ben, un bref mot sur la santé, sur la santé des expatriés et éventuellement sur les assurances et les complémentaires. Equans est un intermédiaire en termes d'assurance. Donc, nous pouvons vous proposer tout un panel complet de couverture dès le premier euro ou en complément de la Caisse des Français de l'étranger, la CFE. On étudiera votre situation et vous proposerons des études comparatives avec des solutions adaptées à vos besoins, somme toute assez classiques auprès des assureurs comme April, MSH, sur le marché et en fonction de votre situation dans le temps. Donc voilà, ça c'est juste un mot sur la santé, sur votre couverture. Voilà, ça fait 45 minutes qu'on est ensemble et on va maintenant venir dans ce contexte actuel de 2020 sur les pistes d'investissement possibles auprès des expatriés. Donc je redonne la parole à Olivier pour terminer, puis on prendra vos questions derrière. Donc, je vous ai fait un panorama assez rapide de l'environnement fiscal bilatéral. Il faudrait beaucoup de temps pour détailler ces règles bilatérales, que ce soit en matière fiscale ou en matière de droit international privé, notamment le droit international privé, qu'il ne faut surtout pas négliger parce que c'est toujours quand on y est confronté qu'on réalise qu'on n'a pas fait les choses comme il faut. Et à ce moment-là, faire une consultation quand vous rentrez en France auprès d'un notaire ou nous rencontrer des spécialistes pour vous faire accompagner sur ces sujets qui ne sont pas patrimoniaux, qui sont matrimoniaux, mais qui auront des conséquences majeures sur l'organisation patrimoniale en cas de liquidation d'un régime matrimonial ou d'une succession.
je le disais, été conseil de la famille de notre rocker décédé il y a 3 ans. Et la modification des masses patrimoniales est la conséquence de la position du Conseil d'État français qui a ramené le droit applicable en France et non pas aux États-Unis. Et de ce fait-là, les masses civiles ont bougé et l'épouse de ce rocker avait tout intérêt à voir le droit, elle souhaitait voir le droit américain appliqué parce que justement, ça éliminer l'application de quelque chose qui est d'ordre public en France, c'était la réserve héréditaire. Or, la Cour de cassation, dans un arrêt, je le dis parce que je n'irai pas plus loin, je n'ai pas le temps, très important du 27 septembre 2017 concernant un autre grand artiste, Maurice Jarre, pour la liquidation de la succession de Maurice Jarre, la réserve héréditaire n'est pas d'ordre public en droit international privé. Ça veut dire qu'on peut tout à fait exhéréder ses enfants dès lors qu'on est soumis à des règles civiles étrangères. C'est ce que la veuve de ce rocker souhaitait voir appliquer. Le Conseil d'État et le droit américain également, les tribunaux américains ont considéré qu'il n'avait pas de résidence habituelle aux États-Unis, que c'était au droit français de s'appliquer. Dès lors, les époux du rocker ont retrouvé la réserve héréditaire et c'est pour ça que la veuve est revenue autour de la table des négociations. Voilà. Donc, ce sont vraiment des éléments très importants et je le répète, on ne parle que de civil, mais quand on touche au civil, on fait bouger les masses civiles et donc on touche au fiscal. Alors, dernier slide. On ne voulait pas faire cette présentation parce que dans le contexte sanitaire, depuis maintenant des mois, qui nous a tous fait découvrir ce qu'était le télétravail, en particulier sur le premier confinement, et cette situation extrêmement anxiogène, sans doute différente aujourd'hui parce que on sait à peu près à quoi s'en tenir sur la pathologie de ce virus, de la Covid comme on l'appelle, mais quelles conséquences ça peut avoir sur le patrimoine. Et en tout cas, qu'est-ce que nous, Equance, on est quand même un opérateur sur les non-résidents et un opérateur national aujourd'hui, on gère plus du milliard d'euros. Et quels sont les instruments qui sont plébiscités par nos clients? Déjà, il n'y a pas d'instrument miracle. Il faut avant tout définir en amont quels sont ses objectifs, à la fois patrimoniaux, fiscaux et bien évidemment en amont civils. Et à partir du moment où on sait à peu près ce qu'on veut construire, on a un certain nombre d'outils. Alors, vous avez trois histogrammes là. L'assurance vie, bien évidemment qu'il faut en avoir. Qu'on devienne non résident à vie ou pas, parce que on ne sait pas qui sera bénéficiaire des contrats. Si les bénéficiaires sont en France au moment de la transmission par décès et ont résidé en France plus de 6 ans au cours des 10 dernières années, ça c'est l'article 750 du Code général des impôts, ce seront les règles fiscales françaises qui trouveront à s'appliquer pour les bénéficiaires et non pas celles de pays où résidait l'assuré, qui était des titulaires du contrat. Donc, l'assurance vie est un véritable outil à la fois de capitalisation, adapté à de la gestion soit dynamique, soit sécuritaire, mais c'est aussi et surtout un instrument de transmission de patrimoine. Alors nous, Equance, on fait l'apologie depuis des années du Luxembourg. Les événements nous donnent raison. Pourquoi ? Parce que dans le contexte sanitaire actuel où on pourrait être amené à une crise financière systémique, parce que toutes les dettes qui sont levées depuis des mois, il va quand même falloir la rembourser un jour. On a déjà vécu une crise systémique en 2008. Il y a un établissement financier qui est à l'origine de cette crise systémique, c'était Lehman Brothers. Et donc, on n'imaginait pas une seconde, 6 mois avant, qu'une maison de ce niveau-là pouvait faire faillite. Et donc, l'assurance vie française, elle, fait que vous n'avez qu'une garantie de 70 000 € par contrat et par assuré par compagnie. Au Luxembourg, la garantie n'est pas plafonnée, elle est limitée à la somme épargnée sur le contrat, mais non plafonnée. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on préfère aller au Luxembourg et quand on voit les ratios d'endettement du Luxembourg inférieurs à 40%, quand on voit que nous on a allègrement dépassé les 100% cette année et certains qui sont pires que nous, les Italiens, les Espagnols, etc. Je préfère avoir l'épargne de mon client au Luxembourg où il faut savoir qu'au Luxembourg, à la différence de la France où un épargnant dont la compagnie ferait faillite est un créancier chirographaire, c'est-à-dire il passera après les créanciers privilégiés dans le trésor public,
au Luxembourg, un créancier de compagnie d'assurance, un investisseur, il passera avant le Trésor public, il est privilégié. Voilà. Plus cette garantie qui fait que la somme investie est garantie. Et si les gens pensent que ça peut ne pas arriver, ils n'ont qu'à se reporter à ce qui a été écrit par les banques françaises il y a 3 ans. C'est une lettre d'information à tous les investisseurs en assurance vie concernant la loi Sapin. La loi Sapin, c'est un dispositif qui stipule qu'en cas de crise systémique, les investisseurs sur l'assurance vie perdront la liquidité de leur contrat pendant au moins 6 mois. Voilà. Et quand on commence à l'écrire, ça veut dire que ça peut arriver. Et on a vu en 2020 2 compagnies nationales, je ne les citerai pas, quand je dis nationales, elles font partie du top 10 français, être renflouées par leurs actionnaires parce qu'elles avaient un problème de solvabilité. Et la solvabilité est d'autant plus importante que l'investisseur investit sur ce qu'on appelle les actifs euros, qui sont des actifs à capital et à rendement garanti, qui ont, et je n'ai pas le temps de l'expliquer là, un très fort impact sur le scoring de la compagnie d'assurance. Donc l'assurance vie, oui, sur des gros montants plutôt au Luxembourg, sur des contrats d'assurance vie type épargne retraite, vous pouvez tout à fait rester en France. Il n'y a pas de difficulté. Le non-coté et les marchés financiers. Je dirais que, vous savez, je vais peut-être me tirer dans les pieds, mais je vais le dire quand même, il est assez difficile de faire gagner de l'argent à nos clients. Et sur les marchés traditionnels, c'est extrêmement difficile et ça dépend souvent du momentum où on rentre. Si on rentre sur un point haut, on pourra avoir des difficultés à faire gagner de l'argent et pas mal d'argent à nos clients. Nous, ça fait depuis 2011 qu'on a développé toute une gamme d'instruments non cotés qui ont un énorme succès, tout le monde en parle, hein. Et donc, on arrive à faire des choses plutôt imaginatives, sécurisées, parce qu'on est quand même contrôlé par l'AMF, élitistes, parce que pour pouvoir aller sur le non-coté, on est obligé réglementairement de requalifier l'investisseur en investisseur quasi professionnel. Et à ce titre-là, le minimum d'investissement sera de 100 000 euros. Donc, ce n'est pas accessible à tout le monde, mais c'est une norme qui nous est imposée par l'autorité des marchés financiers, qui nous contrôle également sur le non-coté. Par contre, les performances sont au rendez-vous. Elles sont au rendez-vous depuis des années et on n'a jamais été déçus. Après, il existe dans le non-coté des solutions d'émissions obligataires, de fonds de copromotion immobilière, de véritables private equity où là, la notion de risque, elle existe. 8 fois sur 10, on gagne de l'argent, 2 fois sur 10, on peut en perdre. Donc, il faut toujours y aller en connaissance de cause. C'est pour ça qu'on fait en sorte de bien qualifier l'objectif de l'investisseur et ce que la réglementation nous impose aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire sur l'assurance vie sur le non-coté. Concernant l'immobilier, eh bien, l'immobilier, aujourd'hui, soit un investisseur a acheté son habitation principale, et j'ai bien dit habitation principale, la notion de résidence principale n'existe pas, et elle ne sera pas louée, auquel cas, elle sera assujettie juste aux taxes foncières et taxes d'habitation cas échéant. Soit c'est un investissement dit locatif, et il va chercher à optimiser la performance de son placement sans affectif. Et il existe 3 types d'instruments classiques pour optimiser sa fiscalité en France. Le régime de droit commun que est le régime de déficit foncier, c'est quoi? C'est un bien immobilier que vous achetez qui va être la résidence principale du locataire, auquel cas vous allez pouvoir passer en charge l'ensemble des travaux, des intérêts d'emprunt et des charges fiscales, taxes foncières, charges de copropriété, etc. Le fait que vous serez soumis à la fiscalité de l'article 197A du Code général des impôts, soit 20 ou 30% si votre résultat foncier est supérieur à 27 794 euros, plus les prélèvements sociaux. D'où l'intérêt de bien travailler sa déclaration foncière, soit en amont, au départ quand on fait l'opération, soit en aval quand on se retrouve confronté à cette iniquité fiscale qu'est l'institution des prélèvements sociaux. On a vu en 2012 la fiscalité doubler du jour au lendemain pour les non-résidents. On considère que 47,2% d'imposition, c'est confiscatoire. Et à ce moment-là, il existe a posteriori des solutions grâce à du déficit foncier, grâce à d'autres types d'opérations pour minorer son assiette fiscale, son résultat foncier, de manière à avoir une assiette fiscale qui se rapproche de zéro et donc être toujours soumis à cette fiscalité élevée, mais sur une assiette proche de zéro. Donc, on aura une fiscalité qui sera indolore. Donc, le régime de déficit foncier, il existe des opérations en France éligibles pour les non-résidents, puisque c'est un dispositif, à la différence des dispositifs dérogatoires, qui est éligible aux non-résidents. Autre instrument qui est extrêmement plébiscité par les non-résidents, c'est la location meublée. La location meublée, c'est un régime fiscal qui est différent de la location nue,
que je viens de citer, les déficits fonciers, puisque la location meublée va changer de régime fiscal. En location nue, on est dans le régime des déficits fonciers. Pour ce faire, il faut que ce soit la résidence principale du locataire, ça je l'ai dit. En matière de location meublée, on va changer de régime fiscal puisqu'on va passer dans le régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux. Et à ce moment-là, on va avoir le droit d'amortir l'immeuble. Et cet amortissement comptable va faire qu'on va avoir un résultat comptable proche de zéro. Et à ce moment-là, la fiscalité sera indolore. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est une fiscalité extrêmement intelligente. C'est le preneur du bail commercial qui sera la clé de voûte de l'opération. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir amortir l'immeuble, auquel cas, on aura une fiscalité qui sera celle de l'article 197A si on est en meublé non professionnel, de l'article 151 septies du Code général des impôts si on est en meublé professionnel. Mais dans les deux cas, on aura une fiscalité proche de zéro et que le 47% n'aura pas lieu de s'appliquer. Autre instrument qui alors plaît de plus en plus, c'est l'achat en nue propriété. Et là, on n'est pas dans un démembrement de propriété à titre gratuit lié à une donation ou succession, mais dans une mutation à titre onéreuse où on a un investisseur qui ne va acheter que la nue propriété d'un bien. Et lorsqu'il va acquérir le bien chez le notaire, la convention de démembrement va être adjointe à l'acquisition et il y a un usufruitier temporaire qui va acheter cet usufruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un investisseur va acheter que la nue propriété, n'aura aucun fruit, pas le droit de jouir du bien pendant une durée définie au départ. Un usufruit temporaire, et vous allez retrouver un bailleur institutionnel, ça peut être une caisse de retraite, ça peut même être un ministère, ça peut être un bailleur social, qui va prendre cet usufruit pendant 15 ans et qui va exploiter le bien comme un plein propriétaire. Mais à l'issue du démembrement, il va restituer l'usufruit au nu propriétaire qui va redevenir plein propriétaire, sauf que pendant 15 ans, il n'aura pas eu de fruit. N'ayant pas de fruit, il n'aura aucune fiscalité. Sur un démembrement de 15 ans, un bien qui vaut 100, l'intérêt, c'est qu'il va le payer 60. Mathématiquement, on va déduire du montant du prix les flux qu'il n'aura pas encaissés, à savoir les loyers, mais on va les déduire brut fiscalement. Donc, il aura économisé totalement la fiscalité du bien. Donc, schéma d'investissement très intéressant, a fortiori quand on peut le faire à crédit, parce que les intérêts d'emprunt, puisqu'on est dans le régime fiscal du déficit foncier, les intérêts d'emprunt peuvent venir en déficit de résultats fonciers que vous pourriez avoir par ailleurs. Donc, un schéma d'investissement très intéressant qui permet d'optimiser sa fiscalité et d'optimiser aussi la transmission, à savoir, on peut donner la valeur d'un bien qui vaudra 100 dans 15 ans, mais qui vaut 60 aujourd'hui sur la base des droits de donation de 60. Également, en matière de plus-value, en cas de revente après 15 ans, la plus-value sera calculée non pas sur le coût d'acquisition, mais sur la valeur de la pleine propriété 100. Donc, schéma d'investissement extrêmement intelligent. Par contre, c'est un marché très étroit. Vous avez très peu de lots à vendre sur le marché et très peu d'opérateurs. Il y a moins de 2000 lots sur l'année qui se retrouvent sur le marché. Par contre, vous trouvez des lots Paris Intramuros, Cannes, le bassin Genevois, etc. Donc, troisième schéma d'investissement qui est extrêmement intelligent, sur lequel on s'est fait un véritable savoir-faire. Et enfin, pour conclure cette présentation avant les questions, les SCPI. Alors, les SCPI, c'est un instrument qui existe depuis 50 ans, que les Français, depuis la chute des taux et des taux longs, puisque les placements financiers à court terme et à long terme à 10 ans aujourd'hui rapportent plus rien, voire des intérêts négatifs, les SCPI d'immobilier d'entreprise, elles, ont un rendement 2019 moyen à 4,31, on a mis 4,50, mais c'est très précisément 4,31, et elles devraient être en 2020, malgré la crise sanitaire, autour de 4. Ce sont des instruments dont les sous-jacents sont de l'immobilier d'entreprise, bureaux, commerce, logistique. Vous avez même des SCPI qui se sont spécialisés sur des murs de cliniques, etc. Et on a vu que la crise sanitaire, à part les SCPI commerciales et les SCPI qui ont des murs d'hôtels qui ont été impactés par la crise et qui ne représentent que 3 ou 4 véhicules sur les 150 qu'il y a sur le marché, les SCPI d'immobilier d'entreprise ont été extrêmement résilients dans la crise et ont encaissé en moyenne 96 à 97% des loyers qu'elles avaient encaissés en 2019. Donc, véhicule extrêmement résilient. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il s'est développé maintenant depuis une dizaine d'années des SCPI françaises dont 100% du patrimoine est à l'étranger. Et à ce moment-là, pour un non-résident, ça n'est plus la fiscalité française qui va s'appliquer, c'est la fiscalité du pays où se situe l'immeuble. Je vais prendre un exemple assez simple. Vous achetez une SCPI française dont 100% de l'actif est en Allemagne, et bien la fiscalité allemande
comparer la fiscalité française, où la fiscalité française sera celle du 197A, 20, 30, voire plus, barème progressif, plus 17,2, eh bien la fiscalité allemande pour un non-résident, elle sera à la source de 15%, comme à Maurice par exemple. Ça veut dire que vous avez un véhicule allemand, je citerai par exemple, qui va vous sortir un rendement net actuariel et net d'impôt de 4,50 et on peut les acheter à crédit, bien évidemment. Sachant que le crédit, ce n'est pas quelque chose de facile à faire, mais nous, on n'a aucune difficulté. Nos partenaires financent les non-résidents aujourd'hui, avec une petite difficulté sur Maurice depuis cette année, puisque le pays a été blacklisté. Espérons que ça ne dure pas, que les autorités mauriciennes fassent ce qu'il faut pour sortir de cette liste de l'Union européenne. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai été extrêmement vite. On m'avait donné 45 minutes, j'ai mis 1 heure. J'en suis désolé. Et je suis tout à fait prêt sur les quarts d'heure qui nous restent pour répondre aux questions s'il y en a. S'il n'y en a pas, je crois que de toute façon, la présentation sera mise à disposition. Et quoi qu'il en soit, vous avez Jean-Rémy Ralit à Madagascar, Fabrice Le Dantec-Gossen à Maurice, qui y résident, qui sont à votre disposition pour vous accompagner. Et eux-mêmes ont le support du siège du groupe avec nos experts comptables, notaires et juristes à leur disposition pour vous accompagner comme support. Voilà, j'en ai fini. Merci Olivier, merci aussi Fabrice et Jean-Rémy pour ces explications. Donc oui, on va passer à la partie questions-réponses, si vous le voulez bien. Donc déjà, on a sélectionné aussi des questions qui ont été récoltées déjà lors de l'inscription. Une première question de Stéphane. Quel est le risque que, dans les années qui viennent, un citoyen français résidant à Maurice ou ailleurs hors de France soit imposé en France sur l'ensemble de ses revenus, comme c'est le cas pour les citoyens américains? Alors, je vais répondre très clairement, il n'existe pas. Le Nicolas Sarkozy, quand il était président, a souhaité instituer une fiscalité en fonction de la nationalité, comme le font les Indonésiens, les Américains, etc. La difficulté, c'est que la France est le pays au monde qui a signé le plus de conventions fiscales. Et pour pouvoir avoir une fiscalité à la nationalité, il faudrait renégocier les conventions fiscales. Renégocier une convention fiscale, ça prend entre 5 et 20 ans. Donc voilà, on est encore tranquille pendant un certain nombre d'années. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais ça serait très compliqué aujourd'hui de le mettre en œuvre en tout cas. D'accord, merci. Une question de Marcel, propriétaire en indivision d'une maison à Maurice. Quid des droits de succession des enfants qui n'ont que la nationalité française? Alors, les droits de succession ne sont pas liés à la nationalité Maurice. Les droits de succession sont liés à l'endroit où va être ouverte la succession. Donc, si votre succession est ouverte à Maurice, et à l'endroit où résident vos ayants droit. Si vos ayants droit résident à Maurice, ben, la France n'aura rien à voir dans cette succession. Si vos enfants résident en France, bien en fonction de leur domicile fiscal, la fiscalité française, même sur un bien mauricien, pourrait trouver à s'appliquer. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de convention fiscale entre Maurice et la France sur les successions et on pourrait être confronté à une double imposition. Alors à Maurice, il n'y a pas de droit de succession par chance, mais il y en aurait en France. Mais s'il y en avait eu à Maurice, il y a un texte du Code général des impôts. Je disais tout à l'heure qu'il y a 2 textes fondateurs pour la partie fiscale en matière de succession. C'est l'article 750 ter et le 784A, qui, bien qu'il n'y ait pas de convention sur les successions, établit un crédit d'impôt en cas d'ouverture de succession en France pour le bénéficiaire de Marcel. S'il y avait eu des droits de succession à Maurice, il aurait pu les déduire de ses droits de succession en France. Mais il n'y en a pas à Maurice, mais il y en aurait en France si ses enfants sont en France. Oui, d'accord, merci. Une question de François. Je m'interroge concernant une assurance rapatriement pour un expatrié retraité de plus de 70 ans. Faut-il déclarer ses revenus dans le pays d'accueil, en l'occurrence Madagascar ici, ou continuer à payer ses impôts, CSG, retraite, revenus immobiliers, assurance vie? Oh là, il y a plusieurs questions. Beaucoup de questions en même temps. La question de François. Alors, première question, il me semble que c'est lié au rapatriement. C'est ça. Bah, écoutez, Rapatriement d'un expatrié retraité. quand on est non-résident, si on est non-résident en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas, la notion de rapatriement, elle est moins importante que dans un pays. Tout dépend du contexte sanitaire du pays et de sa couverture santé. Je pense que Maurice, c'est un bon niveau, notamment dans le privé. Encore faut-il y être éligible. Je vais vous donner un exemple. En 2004, la France et le Maroc ont
ont signé un avenant à la convention fiscale qui a vu un flux migratoire de 8000 retraités français partir au Maroc parce qu'ils étaient considérés au Maroc comme non résidents fiscaux et ils n'étaient taxables au Maroc que sur 20% de leur pension de retraite. Sauf que ceux qui sont partis n'étaient pas ceux qui étaient attendus, ils sont partis avec un revenu moyen de 2000 euros. Et ils n'avaient pas le moyen de se payer une complémentaire santé. Et ils n'avaient pas accès au système médical privé marocain qui est d'un très bon niveau. Et aller dans les hôpitaux marocains, vous-même, vous n'y seriez pas allé. Donc, il fallait être rapatrié en France. Eh bien, s'ils n'avaient pas pris d'assurance rapatriement, eh ben, ils ne pouvaient pas être rapatriés. Ils n'avaient pas tellement le choix. Donc, sur ces 8000 foyers, je crois qu'il y en a 6000 qui sont rentrés en France parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer une complémentaire avec rapatriement. Donc la question, quel est le contexte sanitaire du pays où vous résidez? Et est-ce que le système médical ou d'hospitalisation locale est suffisant? À défaut, il faut une assurance rapatriement, quel que soit votre âge, pour vous et pour la famille. La deuxième question, quelle était-elle, Marie? Faut-il déclarer ses revenus dans le pays d'accueil, Madagascar? Oui, si vous êtes résident fiscal à Madagascar, vous aurez à déclarer vos revenus de source malgache. Et après, en regardant la convention bilatérale, il faudra regarder est-ce que vous avez à déclarer les revenus des placements immobiliers français à Madagascar ou pas. Auquel cas la convention, si vous devez le faire, éliminera la double imposition. Ça, Jean-Rémy Ralit, depuis maintenant le temps qu'il est à Madagascar, a tout à fait les éléments de réponse. Vous avez ses coordonnées, le contacter, il vous donnera les éléments de réponse sur l'aspect conventionnel. Donc oui. Et la troisième question de François, ça avait trait aux impôts. Oui, ou continuer à payer ses impôts, CSG, retraite, revenus immobiliers, assurance vie. C'est très large. C'est très dense. Il y a plusieurs questions. Alors, la pension de retraite, généralement, la convention fiscale, elle établit des règles pour les pensions publiques et pour les pensions privées. Pension publique, en général, c'est retenu à la source en France. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas déclarable dans le pays de résidence, mais la convention le dit. En général, vous trouvez les articles 18-19 dans les conventions de l'OCDE. Pour les pensions privées, c'est très souvent pas de retenue à la source. C'est taxable dans le pays de résidence. Si ça n'est pas taxable dans le pays de résidence, il y a la retenue à la source de l'article 182. L'assurance vie, c'est un cas très particulier qu'il faut vraiment regarder. Et là, l'intérêt du Luxembourg est accru. C'est que la France, si vous avez un contrat d'assurance vie français, va vous demander de révéler aux autorités fiscales de votre pays de résidence le montant de vos plus-values si vous faites un retrait. Pour ça, il y a des formulaires que la compagnie française va vous pré-remplir et va vous donner, et vous les ferez viser par les autorités fiscales malgaches. Donc, vous révélez une plus-value et elle sera taxable à Madagascar et elle bénéficiera d'un crédit d'impôt en fonction de la convention qui dit à Madagascar, c'est taxable à 30. Ça aussi, Jean-Rémy connaît le taux. Je sais qu'à Maurice, c'est 15% dans la convention. Mais à Madagascar, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 10 ou 15 aussi. Donc, l'intérêt d'aller au Luxembourg, c'est que la convention française ne s'applique pas et qu'au Luxembourg, il y a le principe de révélation de son impôt dans le pays de résidence. Ce n'est pas le Luxembourg qui va vous demander un document spécifique. Donc ça, c'est pour l'assurance vie. J'ai parlé des pensions de retraite. Il y avait un autre élément, les revenus immobiliers. Ça, oui. C'est la loi du lieu de situation de l'immeuble qui va s'appliquer. Donc, si l'immeuble est en France, taxable en France. Si la convention dit les revenus des immeubles français sont à déclarer à Madagascar ou à Maurice, eh bien, idem, crédit d'impôt et déclaration. Donc, toutes les réponses, on les a dans la convention fiscale. D'accord. Une question de Julien. L'investissement dans un viager peut-il être intéressant lorsque l'on est expatrié? Oui, Julien a raison. Le viager, c'est le marché de demain, un peu comme la nue propriété dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi c'est le marché de demain? Parce qu'aujourd'hui, aller dans un EHPAD, une maison de retraite médicalisée, ça coûte à minima 3 000 € par mois, que les pensions de retraite moyennes des Français ne le permettent pas. Par contre, 58% des Français sont détenteurs de leur résidence principale, qui vont vendre en viager, occupés, et donc, qui seront crédit rentier, et la rente, si le viager n'est pas occupé, permettra de payer la maison de retraite. Donc, c'est le marché de demain. La difficulté, c'est que le crédit rentier, qu'il occupe ou qu'il ne l'occupe pas, il va conserver un droit hypothécaire sur la maison, et ce qui fait que acheter un viager à crédit va devenir très difficile. La banque ne voudra pas venir en second rang. Mais acheter du viager, oui. Après, c'est la veuve calmant. Voilà, faut voir l'espérance de vie. Le viager, c'est un aléa. On spécule sur le décès du crédit rentier.
Mais oui, Oui. bien sûr. Très bien. Alors, on va peut-être clore le webinaire ici. Pour les autres questions auxquelles on n'a pas répondu, pas de panique. On va vous contacter. Enfin, le groupe Equance va vous recontacter pour y répondre. Donc, voilà, on ne vous oublie pas. Merci encore, Olivier, Fabrice, Jean-Rémy, et merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Pour toute question Bonne journée à tous complémentaire, et merci à vous. oui, merci. Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à contacter les équipes d'Equance, donc Fabrice pour Maurice et Jean-Rémy pour Madagascar. Les coordonnées s'affichent sur vos écrans, là, sur le slide. Et pour toute question sur votre expatriation, votre quotidien d'expatrié dans l'océan Indien, je vous donne rendez-vous pour ma part sur le forum d'expat.com. Merci, prenez soin de vous et à bientôt. Merci, bonne journée à tous. Merci, Marie. Au revoir. Au revoir, bonne journée.